Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Clément Arion. Et là aussi, c'est la dernière de la semaine, mais c'est également la dernière de ce format d'émission. Nous sommes avec Clément Arion. Bonjour Clément. Bonjour Maxime, on est un peu triste. On est un peu triste, mais c'est pour ça qu'elle sera excellente. 1 heure de sport pour vous faire vivre toutes les coulisses et tout ce qui nous attend avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, avec pour cette dernière évidemment un programme en or, Clément. Oui, un zoom sur la Fédération française de handisport. Et voilà, les Jeux Paralympiques débuteront le 28 août. On sera avec Sami El Guedari, ancien paranageur. Il a participé aux Jeux Paralympiques de 2008, de 2012. Il est aujourd'hui DTN adjoint de la Fédération française de handisport. On parlera notamment des objectifs de médailles. On parlera aussi de l'investissement dans le sport en France. On sera avec Régis Roy-Nico, ancien député de la Loire, coprésident du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur les Jeux de Paris 2024. Il est expert en politique publique sportive. Et c'est souvent venu sur le début de la table ces dernières semaines, à ces micros notamment. Exactement, et puis on parlera aussi de cette petite polémique. On en a beaucoup parlé pendant les Jeux Olympiques. L'eau de la Seine était-elle vraiment baignable ? On va enfin avoir notre réponse, Maxime. On sera avec Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination eau Île-de-France. Et il n'y aura aucune question qui sera évitée, croyez-moi. On se parle vrai sur Sud Radio, mais tout de suite, on va aller du côté du cyclisme avec Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Au terme des Jeux Olympiques, le bilan du cyclisme français est remarquable, Michel Callot. 9 médailles, dont 3 d'or, font de la France la première nation du cyclisme, qui contribue aussi largement au rayonnement du sport français. 20% des médailles d'or françaises reviennent à la Fédération française de cyclisme. On peut dire que c'est un très beau bilan pour commencer, Michel Callot, sur ces JO. Oui, c'est un très beau bilan. C'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment réussir après les difficultés qu'on avait pu rencontrer à Tokyo, et puis on savait l'importance supplémentaire de ces performances dans le cadre de Paris 2024. Donc voilà, nos stratégies ont fonctionné, et c'est à la fois un soulagement de pouvoir apporter cette contribution à l'équipe de France, et puis évidemment une grande joie pour nos différents collectifs et nos athlètes, surtout qui ont performé pendant ces Jeux Olympiques. On va se souvenir, de beaux souvenirs même, c'était au début de ces Jeux Olympiques, la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot. Il y a eu l'argent aussi pour Victor Gorecki, si proche du titre, mais doublé dans les derniers mètres par Thomas Pidcock. C'est une super promotion pour le VTT, c'était au tout début de ces Jeux Olympiques. Oui, c'est une super promotion, et puis on a manqué effectivement le doublé de très peu. Victor méritait cette victoire par une course splendide. Voilà, dans le VTT, il y a aussi parfois des petites fautes techniques qui peuvent priver au dernier moment de la victoire. C'est ce qui est arrivé. Mais moi, je retiendrai surtout l'engagement de nos pilotes. Pauline Ferrand-Prévot, évidemment extraordinaire quand elle est à ce niveau-là, et puis Victor Gorecki qui lui a su monter son niveau pour faire jeu égal avec Pidcock, même si sur la ligne c'était pour lui la médaille d'argent. Et il y a eu aussi la course en ligne, le spectacle même, j'ai envie de dire, avec cette traversée de la rue Le Pic, de Montmartre, avec cette foule impressionnante. Il y a eu les médailles d'argent et de bronze de Valentin Madoise, de Christophe Laporte. Quel est votre regard sur la course en ligne ? C'était quand même des épreuves assez incroyables. Alors, la course en ligne, on savait que ça serait une course extrêmement tactique, parce que pour les grandes nations, on n'avait que 4 coureurs au départ. On comptait beaucoup sur le talent de Thomas Voeckler, notre sélectionneur, pour arriver à trouver la tactique adéquate. Il l'a fait de manière remarquable, parce qu'il y avait un coureur au-dessus des autres, le Belge Evenepoel, rien à dire. C'était vraiment le plus fort de la course. Trop fort pour nous. Trop fort pour tout le monde, je crois. Mais prendre les 2 autres places sur le podium, je crois que c'était assez magistral quand même. Et puis cette ferveur populaire, les coureurs expérimentés et habitués au Tour de France n'avaient jamais rien entendu de tel, et ça, c'est pour le sport cycliste assez fantastique. Vous en avez parlé, Michel Callot, je le rappelle, vous êtes président de la Fédération française de cyclisme. Vous nous avez parlé de Thomas Voeckler, le sélectionneur. 2 titres, 2 médailles de plus pour lui. On peut dire qu'on a une perle rare à la tête de cette équipe ? Il a un palmarès à la tête de l'équipe de France unique, 2 fois champion du monde avec Julien Alaphilippe, 1 fois champion d'Europe avec Christophe Laporte. Là, il ajoute 2 médailles d'argent et de bronze à notre palmarès, et aussi en même temps de sélectionneur. C'est quelqu'un d'entier qui prépare ses courses avec
vraiment beaucoup d'ardeur, de travail, de réflexion, et qui arrive à manager les coureurs au sens propre du terme et à les faire se sublimer finalement pendant ces courses en sélection nationale. Rassurez-nous, il va continuer à la tête de cette équipe, j'imagine, Thomas Voeckler. C'est un souhait partagé, je crois. Donc, on va discuter de tout ça avec Thomas, puisqu'on est sur une fin d'Olympiade. Mais je pense qu'on a tous très envie, et je crois qu'il prend beaucoup de plaisir à ce qu'il fait, Thomas. Et puis on a eu le summum, l'apogée même, avec ce fantastique triplé en BMX Race. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux, le premier triplé français aux Jeux Olympiques d'été depuis 1924. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce moment? Est-ce que vous y attendiez déjà à ce grand triplé, vraiment une course exceptionnelle d'ailleurs? Oui, alors il y a deux choses qui sont magnifiques. La première, c'est pendant la compétition, parce qu'il n'y a aucune faute des Français. Ils gagnent successivement leur série, les demi-finales. Enfin, je crois que la plus mauvaise place, c'est 4e dans toutes les courses. Donc on voit la densité, et ils le traduisent évidemment dans la finale. Ça, c'est fantastique. Mais ce qui est également remarquable, c'est que cet objectif-là, il est ancien. Nos pilotes de BMX voulaient déjà le réaliser à Tokyo. On y a cru très fort d'ailleurs. On avait été déçus à Tokyo d'ailleurs. Et malheureusement, ils ont tous fini par terre. Donc depuis, il a fallu corriger le tir. Mais l'année dernière, au championnat du monde à Glasgow, ils ont su le faire. Et là, le renouveler aux Jeux Olympiques, faut se rendre compte de ce que ça peut représenter dans le cadre d'une compétition aussi forte, aussi puissante que les Jeux Olympiques, et avec autant de pression surtout. Alors forcément, on parle de toutes les disciplines. Il y a eu Anthony Jean-Jean en BMX freestyle également. Oui. Une médaille de bronze. Est-ce que vous pensez qu'il méritait mieux, ou vous êtes aussi assez fier du parcours d'Anthony Jean-Jean et de cette médaille de bronze? Non, je crois qu'il faut être très fier du parcours d'Anthony. Anthony, il arrive dans le sommet de la hiérarchie mondiale depuis quelques mois seulement. C'était un très très bon pilote, mais il s'installe maintenant dans le top 5, on va dire, des meilleurs pilotes mondiaux. Et déjà avec ça, réussir à assurer une médaille, c'est déjà quand même quelque chose qu'il faut souligner, et c'est une réussite. Et c'est comme ça qu'on lui a dit aussi après sa performance. Il était déçu, lui, ou non? Oui, il était déçu. C'est un gagneur, Anthony. Il était venu pour l'or et il a le bronze. Mais je crois qu'après quelques jours, il a compris quand même le niveau de sa performance, et il a compris surtout que ça l'installe dans la durée pour aller chercher d'autres titres et sans doute d'autres médailles aux Jeux Olympiques. En cyclisme sur piste, il y a eu la médaille d'or aussi de Benjamin Thomas. On a eu qu'une seule médaille en cyclisme sur piste. Est-ce que c'est une déception ou pas? Oui, c'est quand même une déception, il faut le dire. Alors, on a une médaille d'or, c'était pas arrivé depuis l'an 2000 grâce à Benjamin Thomas. Ça, c'est la satisfaction. Ça nous permet aussi d'avoir au moins une médaille sur les 5 terrains de jeu sur lesquels on évolue. Mais c'est vrai qu'on attendait un peu mieux, et notamment du sprint qui est passé à côté de ces Jeux Olympiques. Sur 6 collectifs, il y en a un qui s'est manqué. Je dirais que statistiquement, c'est un peu normal que ça arrive, et ça doit pas gâcher la fête du cyclisme français avec ces 9 médailles, même si on sait qu'il y a à construire et à reconstruire pour le sprint, qui reste une spécialité du sport cycliste. On a fait le bilan dans les Jeux dans tous leurs états de beaucoup de sports. J'imagine que vous aussi, vous attendez une augmentation des licenciés à la rentrée, ou est-ce que ça a déjà augmenté? Est-ce que vous avez des retours sur ça? Alors, le retour le plus évident qu'on a, ou le plus rapide, je dirais, c'est vers le BMX. Ça, le triplé a eu un impact incroyable. Dès le lendemain, les clubs recevaient des appels de manière assez massive quand même. Vous avez déjà une idée un peu en termes de chiffres, ce que ça peut donner? C'est encore difficile, c'est un petit peu tôt, parce qu'on a besoin de sonder toutes les autres disciplines. Et puis pour le BMX, ce qu'on voudrait surtout, c'est faire rebondir un plan d'investissement des collectivités territoriales. Il faut qu'on sensibilise les départements, les communes, parce qu'on manque d'équipement. On a que 270 pistes en France, et le besoin idéalement, il en faudrait combien après un tel triplé, et après avec l'engouement que vous nous décrivez? De 270, idéalement, pour être confortable, il en faudrait combien des pistes de BMX? L'idéal serait de doubler. Alors on va pas doubler l'année prochaine, ça c'est sûr, mais de se dire que sur une Olympiade, on est capable de doubler. Vous savez, chaque fois qu'on installe une piste de BMX, même dans des villes, des petites villes, très rapidement, vous avez entre 100 et 150 licenciés. On est très très loin de satisfaire la demande territoriale avec nos 270 pistes et nos 270 clubs associés à ces pistes.
Michel Callot, il nous reste quelques minutes. On va parler quand même du Tour de France féminin qui a débuté lundi un petit peu dans l'inconnu. Est-ce que vous regrettez qu'il ait été placé à cette date, ce Tour de France féminin, ou bien ça peut permettre aussi de surfer sur la vague des JO? Comment on interprète ça un petit peu? Déjà, c'était très compliqué pour les organisateurs, puisque le bon rythme pris depuis le démarrage de ce Tour de France féminin, c'était de le mettre juste derrière le masculin. Ouais. Tout le monde reste dans le feuilleton, et dans son fauteuil d'ailleurs, pour regarder le Tour à la télé. Et ça a marché très très bien sur les 2 premières éditions. Là, il fallait faire un choix. Je pense que le choix des organisateurs, en le mettant juste derrière les Jeux Olympiques, c'était aussi pour continuer ce phénomène, se dire qu'on est attaché à regarder la télé, regarder du sport à la télé et qu'on a envie de continuer. On verra les statistiques à la fin de ce Tour féminin. On va rentrer dans les étapes de montagne les plus spectaculaires et j'espère qu'on aura un très très beau week-end de sport avec beaucoup de téléspectateurs. On peut se projeter un petit peu aussi sur Los Angeles 2028. Est-ce qu'on peut s'attendre à un succès, au même succès en tout cas pour le cyclisme français? Est-ce qu'il y a des petites pépites qui vont arriver encore? On a globalement une équipe de France en ce qui concerne le cyclisme encore assez jeune et on peut imaginer qu'on ait en tous les cas au moins plus de la moitié de cette équipe-là encore présente à Los Angeles, ce qui veut dire qu'elle devra avoir cette solidité dont on a besoin pour performer dans les Jeux. Après, il faut se rendre compte que 9 médailles, c'est notre record historique. On l'avait fait une fois à Atlanta en 96. Ouais. Et on va bien qu'on continue à le faire toutes les Olympiades et on va essayer de s'y préparer avec entre les deux quand même en 2027 un très gros temps fort pour le cyclisme puisqu'en France on accueillera les super championnats du monde de l'UCI, c'est toutes les disciplines du cyclisme regroupées en une douzaine de jours de compétition. Ça sera en Haute-Savoie et ça sera un temps très très fort avec un éclairage médiatique sur notre sport particulièrement important. On va veiller à ça et merci d'avoir été en ligne avec nous Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, pour se réjouir d'abord de ses succès lors des JO, de préparer ce qui arrive avec les Paralympiques et surtout on est attentif aux chiffres que vous nous avez donné, 270 pistes de BMX, il en faudrait le double avec l'engouement qu'a provoqué le succès de la triple médaille d'or, c'est ça en BMX mon cher Clément, dans toutes les fédérations. On revient dans quelques instants avec le camarade Jules Boscherini qui vient de nous rejoindre dans ce studio, vous le savez, le vrai fil rouge de cette émission qui n'a toujours pas dormi, qui est avec nous et on parlera également de la Fédération française de handisport qui est une fédération française absolument importante et croyez-moi vous avez besoin de savoir ce que ça vaut avant les Jeux Paralympiques. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. La dernière ligne droite de ces Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Clément Arion et de quelques instants on s'intéressera au sujet mine de rien qui a beaucoup fait parler, y compris sur cette radio, à savoir l'état de la Seine. Est-ce qu'elle était vraiment d'une certaine manière, alors n'allons pas jusqu'au mot potable, mais est-ce que c'était baignable? Est-ce que c'était baignable? Voilà, mais avant on est rejoint par le fil rouge de cette émission et le fil rouge de cette radio qui est à la radio depuis 4h30 ce matin et qui nous a rejoint. Jules Boscherini, bonjour. Bonjour à tous. C'est la fameuse... faut arrêter de dire ça, les gens vont croire que j'habite ici. Oui, mais ce n'est pas totalement faux parce que j'arrive, vous êtes là, je pars, vous êtes là. Alors soit j'arrive très tard et je repars très tard, soit vous passez beaucoup trop de temps ici. C'est l'heure de... On en parle aujourd'hui avec cette athlète australienne très critiquée pour ses performances aux Jeux et elle subit une vague hallucinante de cyberharcèlement depuis plus d'une semaine. Ouais, tout à fait, c'est la big girl Raygun, devenue la risée des réseaux sociaux depuis sa performance le 9 août dernier. L'Australienne de 36 ans essuie les critiques, moqueries et insultes des internautes. Elle a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux hier. Elle en profite pour remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue, mais répond à ses détracteurs. Je n'avais pas réalisé que ça ouvrirait aussi la porte à autant de haine, ce qui a été franchement dévastateur. Mais j'y suis allé et j'ai pris du plaisir. J'ai pris la compétition très au sérieux.
Celle qui est chercheuse universitaire en études culturelles ne manque pas non plus de souligner qu'elle a travaillé dur pour aller aux Jeux et qu'elle a vraiment tout donné. Mais ce n'est pas le seul sujet qui fait parler, parce que figurez-vous qu'il y a une pétition qui circule et qui remet en cause ses compétences et sa sélection pour les Jeux. La pétition affirme qu'elle aurait manipulé le processus de sélection olympique, qu'elle a placé son mari parmi les membres du jury grâce à des passe-droits, ou encore qu'elle a créé une instance décisionnaire. Des informations qui ont bien évidemment été démenties par la Fédération australienne de breaking dans un communiqué. Et là aussi, la Big Girl s'est exprimée. J'aimerais demander à tout le monde de se référer au récent communiqué du comité olympique australien ainsi qu'au post sur la page Instagram de AUS Breaking et de la WDSF Breaking for Gold. Alors, il faut quand même préciser que la fameuse pétition a déjà récolté plus de 50 000 signatures. On y lit notamment, entre autres, que l'apparence et la conduite de Regoun sont contraires à l'éthique du breakdance. Et le comité olympique australien défend son athlète. Il qualifie le texte de vexatoire, trompeur et intimidant. Et il a exigé le retrait immédiat de la pétition. Eh bien, tant de haine. Hallucinant. Et ça pose une fois de plus la question sur la modération des réseaux sociaux, parce que vu le nombre de commentaires haineux qu'il y a, on se demande si les personnes qui se lâchent comme ça seront à un moment poursuivies. Ça pose quand même plus d'une semaine que ça dure. Plus d'une semaine, dans une impunité totale. Dans une impunité 50 000 totale. signatures sur la pétition. En plus, les gens, donc c'est à chaque fois en plus totalement toujours démesuré. Donc on comprend rien. On vous retrouve tout à l'heure, Jules, juste après, on va dire s'être intéressé à l'état de la Seine. On va accueillir pour ce sujet Jean-Claude Olivia. Vous êtes le directeur de la coordination Eau-Île-de-France. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On était obligé un moment, après avoir fait le bilan de ces Jeux Olympiques, de faire aussi, mine de rien, le bilan de la Seine, parce que l'épreuve de triathlon masculine avait été reportée d'une journée, notamment à cause de mauvais relevés de la Seine. Des athlètes suisses et belges ont été malades, et donc forcément, le débat est revenu sur le devant de la Seine, mon cher Clément. Maxime, entre le 19 juillet et le 9 août, soit 22 jours, la Seine n'a été baignable que 8 jours. C'est d'ailleurs pour cette raison donc que les épreuves en eau libre, ainsi que les journées d'entraînement parfois des athlètes avec le fleuve ont dû être reportés à plusieurs reprises, 6 fois en tout. Est-ce que cela était justifié, Jean-Claude Oliva ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que le bilan est vraiment pas terrible sur la qualité de l'eau de la Seine. Et encore là, on a, on a des critères qui sont les critères de la Fédération internationale de triathlon. Donc c'est pas les plus élevés que vous nous dites ? Voilà, qui sont plus élevés. Alors, qui sont moins élevés, par contre, si on prend des critères pour une baignade de grand public, ça serait encore plus sévère et il y aurait eu encore moins de jours baignables. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites et qu'on va peut-être devoir rappeler, c'est quand même que ça a coûté 1,4 milliard pour que vous nous disiez, Jean-Claude Olivia, directeur de la coordination Eau-Île-de-France, que ce soit baignable très moyennement. Oui, tout à fait. C'est à peine plus baignable que l'an dernier en réalité. Voilà, donc on a des résultats qui sont pas bons. Je pense que c'est pas les bons choix qui ont été faits en termes de dispositifs. Alors bon, il y a la question des mauvais branchements, des branchements d'eau usée qui se mélangent avec des eaux de pluie. Ça, c'est extrêmement difficile à résoudre. Ça coûte très cher. Et de toute façon, on est a vraiment dépensé 1,4 milliard là, donc visiblement, en termes de coût, on n'avait pas un problème de chéquier. Si, quand même, parce que la réduction des mauvais branchements, au départ, on est parti sur l'idée qu'il y avait 23 000 mauvais branchements. Et en fait, il y en a 13 000 qui ont été traités. Mais là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y en aurait beaucoup plus. C'est-à-dire, il y en aurait entre 63 et 126 000. Donc, on est très, très loin du compte. Et pour ces mauvais branchements, ça implique aussi des particuliers qui doivent faire des travaux. Il y a un reste à charge pour eux qui est entre 5 et 10 000 euros, et on ne peut pas les obliger à le faire, bien entendu. Donc voilà, c'est quelque chose de très très difficile à résoudre en réalité. Une question du camarade Jules Boscherini qui est resté en studio, Jean-Claude Olivia. Ça a été très compliqué pour l'organisation du marathon, les entraînements n'ont pas eu lieu, pareil la course des garçons a elle aussi été reportée. Il y avait un plan B qui était prévu, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir activé, ce plan B ? Je sais pas, ça c'est la responsabilité du comité d'organisation. C'est peut-être aussi la responsabilité des politiques qui ont à tout prix voulu que ça se passe dans la Seine à Paris. Bon, moi ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a une autre possibilité. C'est le canal de Lourdes, c'est le canal Saint-Martin, c'est le bassin de la Villette, où la qualité de l'eau est toujours bien meilleure. Et voilà, donc là il y aurait une autre. Et d'ailleurs, il y a des Parisiens qui se baignent en ce moment, alors que dans la Seine,
dans Paris, c'est vraiment problématique. Et Jean-Claude Oliva, vous qui êtes, je le rappelle, directeur de la coordination aux Île-de-France, la santé des athlètes, est-ce qu'elle a vraiment été mise en danger? Est-ce qu'on peut dire ça ou non? Écoutez, je pense sans doute pas, parce que les athlètes, ils sont bien préparés, ils sont en bonne santé, ils ont des vaccins, ils ont un régime alimentaire particulier, ils prennent des probiotiques, etc. Donc a priori non, j'espère que non. Ceci dit, pour le grand public, c'est une autre histoire. Et la ville de Paris, elle a pour objectif de rendre baignable la Seine à partir de 2025. On le rappelle au grand public. D'après ce que vous nous dites, est-ce qu'on peut dire que c'est une utopie ou non? Il y a 3 sites de baignade qui ouvriront pendant l'été dès 2025, à l'île Saint-Louis, à Bercy notamment. Oui, moi je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que ça soit possible dans de bonnes conditions sanitaires, sauf si on a en 2025 un été très sec. Voilà. Mais là, on a l'expérience de 2024, été un peu pluvieux, 2023 également. Et là, les conditions n'étaient vraiment pas réunies pour une baignade de grand public. Donc finalement, le dernier mot reviendra à la météo, si je comprends bien. Bah oui, mais on n'a qu'à croiser les doigts. Oui, ou alors il faut changer de perspective. Et voilà, et ne plus courir derrière cette histoire de baignade en Seine dans Paris, se rabattre sur d'autres sites de baignade qui sont possibles. Vous depuis à 2 reprises, Jean-Claude Oliva, vous nous avez parlé, on va dire, des autres options qui étaient possibles, aussi bien pour ces Jeux, on a fait les mauvais choix. Vous nous avez dit, là, vous nous dites que d'autres options sont possibles. Admettons, on va essayer de rendre la Seine baignade d'ici 2030. Quels seraient les choix à faire, selon vous, très importants, pour justement que cela puisse être possible? Dans ce cas, voilà, c'est d'autres dispositifs. Et il faut d'abord arrêter de mélanger les eaux de pluie avec les eaux usées et de stocker éventuellement dans des bassins les eaux de pluie avec les eaux usées, parce que ça conduit à généraliser la pollution, ça. Donc ce qu'il faut, c'est traiter les eaux de pluie à la parcelle, à l'endroit où elles tombent. Laisser l'eau de pluie s'infiltrer, laisser l'eau de pluie s'évaporer. Et en plus, ça c'est bien pour la ville, parce que ça rafraîchit la ville, et c'est plutôt bien en été. Il faut surtout pas envoyer des eaux de pluie dans le réseau. C'est ça le grand changement à faire. Question du camarade Jules Boscherini. Donc est-ce que ça veut dire que à partir de l'année prochaine, si la Seine est baignable, est-ce que ça veut dire que dès qu'il pleut, on pourra plus se baigner? Dans les conditions d'aujourd'hui, c'est clair, bien sûr. Merci beaucoup Jean-Claude Oliva, directeur de la coordination aux Île-de-France, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour Sud Radio pour la suite de ces Jeux Olympiques dans tous leurs états avec le camarade Clément Arion et Jules Boscherini. Et ce sujet, évidemment, on va revenir et s'intéresser sur... le succès des JO de Paris, avec les nombreuses critiques qui ont été faites sur la France, pays de sport ou pas. Ce sera l'occasion de dresser le bilan et de se projeter pour les quelques années qui arrivent. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédot, Clément Arion. Les Jeux Olympiques dans tous leurs états, avec l'approche des Jeux Paralympiques qui arrivent, et puis le bilan qu'on va continuer à faire sur Sud Radio, évidemment, de tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et qui a vu la France clairement briller. On vous retrouve, Jules Boscherini, pour continuer de parler de l'actualité de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et là, vous avez la statistique qui va nous étonner. C'est le job de Jules, trouver l'info. Et là, c'est la statistique. Elle concerne la Russie, cette statistique. Vous savez tous que la délégation russe est exclue des Jeux Olympiques suite à son offensive en Ukraine. Eh bien, figurez-vous que cela n'a pas empêché les athlètes russes de gagner des médailles. Alors, combien? On peut dire combien, Jules? 9 médailles, 3 en or, 2 en argent et 4 en bronze, pour être précis. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, la Russie peut envoyer des athlètes sous la bannière AIN, athlète individuel neutre. Au total, il y en avait 14 des athlètes russes qui se sont présentés à Paris via ce biais. Et en soi, c'est pas une grande réussite, puisqu'il y a une seule médaille à mettre à l'actif des Russes. C'est en tennis, avec l'argent pour le double dames, Diana Schneider et Mira Andreeva. Vous pouvez nous parler de 9 médailles et pourtant il n'y en a qu'une. Je ne comprends plus rien, Jules. Alors c'est parce que les autres médailles ont été remportées par des athlètes d'autres délégations. En réalité, ces athlètes détiennent un passeport russe mais ont changé de nationalité sportive après le 24 février 2022. Donc ce sont eux qui ont remporté les 8 autres médailles. Exactement Clément. Et 7 de ces 8 médailles ont été remportées par des hommes en lutte libre. On y retrouve d'ailleurs les 3 médailles d'or que la Russie aurait pu revendiquer, car ils sont tous originaires du Daghestan. L'autre médaille pour une autre délégation, c'est la française.
C'est la délégation française avec Anastasia Kirpichnikova sur 1500 mètres nage libre. La nageuse a obtenu la nationalité française le 21 avril 2023 et s'est adjugé l'argent. Et ça veut dire que la Russie aurait terminé à quelle position donc au niveau du tableau des médailles? Voilà, c'est ça la statistique. Elle aurait terminé à la 25e place du tableau des médailles si elle avait pu participer aux Jeux Olympiques de Paris. C'est quand même très loin de ses standards habituels puisqu'elle avait terminé, alors c'était le comité olympique russe qui avait terminé 5e à Tokyo et 4e à Rio pour la Russie. Et avec cette exclusion, il y a quand même beaucoup d'athlètes russes donc qui ne vont pas aux JO, il faut le dire. Oui, il y en a qui n'y vont pas, mais on avait quand même pas mal d'athlètes qui ont changé de nationalité. D'où les médailles remportées. Mais en tout cas, statistique très intéressante parce que largement faussée. Largement faussé. Voilà, on aurait pu aller plus loin puisqu'il y a aussi les athlètes biélorusses qui ont participé sous bannière neutre et si on les ajoute, là la Russie est 16e. Donc vous voyez pourquoi Jules Boscarini est indispensable dans une rédaction parce que c'est la petite main qui va vous chercher les statistiques essentielles. Un sujet vous êtes trop gentil, Maxime. Bah oui, je suis payé pour. Non, un sujet qui a beaucoup fait couler d'encre et même fait parler ici au micro de Sud Radio. Vous vous rappelez des coups de gueule, notamment de Florent Manoudou qui se plaignait que la France n'était pas une grande nation de sport. On vous a demandé votre avis au Standard avec le camarade Joseph Ruiz ici autour de la table quand il présentait cette émission. Beaucoup d'invités également étaient sur ce thème et on poursuit cette tendance, mon cher Clément, avec Régis Ruinico, ancien député de la Loire, coprésident du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur les Jeux de Paris 2024 et expert en politique publique sportive. Alors Régis Ruinico, ces Jeux Olympiques n'ont-ils été finalement qu'un succès éphémère ou bien selon vous, ce succès va-t-il permettre à la France de surfer un petit peu sur cet élan et à investir dans le sport notamment? Il faudrait un héritage sportif, territorial, sociétal, bien évidemment. C'est ce qu'espèrent les acteurs sport. Et en même temps, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de ces acteurs-là redoutent que le souffle qu'on a connu, la ferveur populaire et puis les résultats fantastiques sur le plan sportif de ces Jeux Olympiques, c'est pas terminé, les Jeux Paralympiques encore, eh bien se retombe en soufflé, notamment sur le plan budgétaire, sur le plan financier et sur le plan de l'accompagnement des moyens humains avec un enjeu vraiment immédiat qui est la rentrée scolaire, les forums associatifs autour de début septembre et le fait que beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons, et peut-être aussi des adultes, vont venir frapper à la porte des clubs, les clubs sportifs amateurs et qui aujourd'hui on le fait, le basketball, le handball, mais il y aura aussi beaucoup de sports concernés comme le tennis de table. Aujourd'hui nous disent on n'a pas assez de créneaux sportifs et on n'a pas assez d'éducateurs sportifs aujourd'hui pour acquérir tout le monde et on risque de refuser et c'est ce syndrome de la porte close là qu'il faut absolument éviter. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc ouvrir des créneaux, créer des infrastructures, ça va être compliqué. La rentrée c'est bientôt. Ah oui, il aurait fallu anticiper. Le faire avant. On demandait depuis de longues années une loi d'héritage qu'on aurait pu construire il y a 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que vous entendez, excusez-moi Régis Ruinico, qu'est-ce que vous entendez par loi d'héritage? Ce qu'on a fait pour la haute performance et le haut niveau et qui a marché, qui a porté ses fruits, même si on peut effectivement rentrer dans le détail du bilan des médailles, mais enfin la France a quand même performé au niveau du classement des médailles. Ce qu'on a fait pour le haut niveau, c'est-à-dire doubler les crédits, on est passé de 50 millions d'euros à 110 millions d'euros en l'espace de 5 ans. Pour soutenir la haute performance et nos sportifs de haut niveau, il faut pouvoir le faire pour le développement de la pratique du sport pour tous et pour les équipements sportifs. Aujourd'hui, les équipements sportifs, c'est environ un soutien de 100 millions d'euros chaque année depuis 10 ans aux collectivités. Et c'est principalement à 85% des équipements sportifs de proximité avec des aides de 30 à 40 000 euros. Vous nous dites 100 millions d'euros par an, c'est ça ? 100 millions d'euros par an, ça fait 1 milliard depuis 2017. Ça, c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais alors, comment vous expliquez, par exemple, dans les derniers chiffres qu'on a beaucoup vus, 1 milliard depuis 2017, vous nous dites, pour rénover un peu les parcs sportifs, mais il y en a toujours près de 25%, c'est le journal Le Point qui nous expliquait ça, qui date de 1980. Comment on fait pour dépenser autant d'argent et avoir, on va dire, une partie du parc sportif aussi important qui reste, on va dire, un peu vétuste ? Parce que c'est des petits équipements sportifs, c'est un choix qui a été fait, parce que c'est des petites subventions, 30 à 40 000 euros. Alors, par exemple, City Stade, les aires de fitness, mais ça peut être aussi les pump track. Vous voyez, vous parliez tout à l'heure des pistes de BMX. Ça coûte beaucoup plus cher. Oui. Ce qu'il faudrait, en fait, maintenant, dans notre pays, c'est d'avoir beaucoup plus de piscines, des créneaux pour pouvoir nager. Peut-être des un peu plus petites.
de gymnase, de complexes sportifs, mais ça coûte plusieurs millions d'euros. Oui, d'accord. Et donc c'est vrai que l'État a choisi d'aller sur le soutien de plusieurs milliers d'équipements sportifs de proximité, mais aujourd'hui on a besoin d'aller sur les équipements structurants qui sont vieillissants comme vous dites. Et ça c'est sans doute 500 millions à 1 milliard d'euros qu'il faudra chaque année, parce que ça coûte cher. Une piscine ça coûte 15 millions d'euros par exemple. Oui. Il y avait un plan Génération 2024 qui prévoyait de cofinancer de nouvelles infrastructures. Est-ce que ça a été fait? On en est où? Ça, c'est pour les 3 ans à venir. C'est l'idée aussi de privilégier des équipements sportifs à proximité des écoles et dans les établissements scolaires. Je vais vous prendre un exemple. Pourquoi on est inquiet aujourd'hui? Le budget des sports, c'est une goutte d'eau. C'est 0,2% aujourd'hui du budget de la nation, à peu près 1 milliard d'euros. Il y a eu des coupes budgétaires en début d'année. Donc, quand il y a eu 10 milliards d'euros de coupes budgétaires, 50 millions d'euros pour le sport. Ah oui, quand on est à 1 milliard, ça fait quand même beaucoup. Et sur ces 50 millions d'euros, par exemple, on est allé diminuer les crédits qui sont aujourd'hui prévus pour aménager les cours d'école actives et sportives, pour les rendre pour favoriser le mouvement notamment de nos élèves en école primaire. Donc en fait c'est génial parce que tout le monde vient sur nos plateaux et je me souviens d'un délégué interministériel au sport qui était ici en nous disant mais regardez on va tout mettre, le paquet, alors là pour le paquet on l'a bien vu sur le sport etc. Et ça a donné quoi? Vous nous expliquez qu'en fait pour les cours d'école l'aménagement n'est même pas possible parce que c'est ce à quoi a été dédié la partie du budget qui a été coupée. Sur les 10 millions prévus chaque année, pendant 3 ans, il y en a 8 millions qui ont été supprimés. Hallucinant. Et donc, en fait, au lieu d'avoir des équipements dans les cours d'école subventionnés à hauteur de 20 000 euros par l'Agence nationale du sport, ça sera 5 000 euros seulement, et donc on fera moins de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a les collectivités locales aussi qui s'inquiètent du gel des crédits de 50% des investissements qui étaient prévus dans ce plan. Oui, bien sûr. Alors, globalement, sur ce milliard d'euros consacré au sport, il y en a une partie qui était dédiée jusqu'à maintenant aux Jeux Olympiques et Paralympiques. D'accord. Et sur lequel le gouvernement ne pouvait pas toucher. Je vais prendre un exemple, les primes aux médailles. D'ailleurs, là, il y a 18 millions d'euros, mais il y en a 60% qui ont déjà été consommés par les Jeux Olympiques. Et si on espère, comme on le souhaite vraiment, avec Marie-Anne Le Fur en particulier, avoir beaucoup plus de médailles pour les Jeux Paralympiques, sans doute que ce budget va être dépassé. Et vous savez en plus qu'il y a un débat pour savoir si elles ne seront pas défiscalisées, ces primes aux médailles. Donc déjà, on va dépasser ce chiffre de 18 millions. Mais les médailles aux Jeux Olympiques, la grande cause nationale, et un certain nombre de programmes qui sont liés aux Jeux Olympiques ne seront pas reconduits l'an prochain. Et ça, c'est entre 150 et 200 millions d'euros. Donc on sait que sur le milliard d'euros du sport, on aura sans doute d'euros déjà programmés en termes de baisse. Alors combien de millions d'euros, excusez-moi, on a été brièvement coupé, Régis Roy-Nico, combien de millions d'euros vous dites? Entre 150 et 200 millions d'euros qui de toute façon étaient des dépenses liées aux Jeux Olympiques, comme la Solidéo, les ouvrages olympiques, et qui ne seront pas reconduits l'an prochain. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Alors, soit le président de la République et le futur gouvernement, parce que là on peut faire que des projections, nous disent le 14 septembre, ces 150 millions d'euros qui allaient sur les Jeux Olympiques cette année, on les maintient, on les sanctuarise et on fait en sorte que ça aille sur des équipements sportifs. Et on les utilise pour développer et pour encourager le sport et la pratique sportive, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les jeunes qui aillent dans les clubs y restent et fassent de la pratique sportive tout au long de la vie. Et c'est aujourd'hui le pari à gagner, notamment par le renforcement de l'EPS. Et grosso modo, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs du sport, et il y a de nouveaux fronts populaires aussi, qui proposent qu'on aille vers 1% du budget consacré au sport, ce qui permettrait de rattraper notre retard, notamment en termes d'équipement, et puis aussi en termes de développement de cette pratique sportive. 1% alors qu'on est à 0,2% actuellement. Alors Régis Roy-Nico, je reviens à ce qu'avait dit Florent Manodou et ce qu'il avait déclaré avant et même après ces Jeux Olympiques. La France n'est pas un pays de sport. Au vu de ce que vous nous dites, est-ce que c'est ce que vous pensez également? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des sportifs de haut niveau, talentueux, qui ramènent des médailles, c'est clair. Maintenant, il faut que ça se prolonge, donc y compris, il faut que ces crédits pour la haute performance, on les pérennise pour la suite, pour Los Angeles. Ça va au-delà de la haute performance aussi, c'est simplement développer la pratique sportive pour tous les citoyens. Et par contre, aujourd'hui, on n'est pas un pays de sport au sens où aujourd'hui, l'EPS à l'école, au collège, au lycée, malgré les 35 000 enseignants d'EPS qui font un boulot extraordinaire, est une variable d'ajustement. Dans les emplois du temps. Et quand il faut préférer... Il faudrait plus de sport à l'école. Oui, plus de
alors il y a des horaires virtuels, on va dire, théoriques sur le papier. C'est très bien, 3 heures à l'école primaire, mais on n'en fait que 1h50 en définitive parce que on est obligé de resserrer tous les emplois du temps. Et il faudrait que ces 3 heures ou ces 4 heures soient prolongées au collège, au lycée, où là on a vraiment une chute, notamment de la pratique récente, et dans l'enseignement supérieur. C'est clair, on l'a vu quand même, vous avez vu le témoignage des grands sportifs français qui disent qu'aujourd'hui on n'a pas les systèmes d'aménagement des emplois du temps de nos étudiants qui leur permettent d'avoir ce triple cursus entre leur sport, effectivement les études et puis aussi bien-être personnel. Merci beaucoup Régis Roynico, ancien député de la Loire et expert en politique publique sportive, de nous avoir éclairé, on va dire, sur l'héritage dont on parle tant ces derniers jours qu'on devait avoir par rapport aux Jeux Olympiques. Dans quelques instants, on retrouve qui à votre avis? Le camarade Jules Boscherini. Regardez, regardez ça, c'est magnifique. Il y a des rimes de partout, ça prouve que c'est la bonne fin. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Et on se retrouve sur Sud Radio en direct dans l'émission qui vous fait vivre le sport, les coulisses, les résultats, les chiffres essentiels et surtout les interlocuteurs qu'il faut entendre pour comprendre ce qui se passe clairement. Mais avant tout ça, on vous retrouve Jules Boscherini pour la chronique. Ça s'est passé il y a... Ah oui, c'est mon moment préféré, c'est le moment de remonter le temps avec vous, Jules Boscherini. Tous les jours, vous nous parlez d'une performance qui a marqué les paras. Et on va parler d'escrime aujourd'hui, direction Rio et les Jeux paralympiques en 2016, pour ce moment d'histoire avec les commentaires de la chaîne paralympique. And there it is, the coach jumps to his feet. VL's celebrations are just incredible as that performance. The 19-year-old from Venezuela. Oui, c'est en anglais, mais bon, les archives de la chaîne paralympique sont en anglais. Donc voilà, la commentatrice qui explique au moment de la victoire, voilà, l'athlète qui n'est autre que Bébé Vio, l'italienne en escrime, saute dans les bras de son entraîneur. Elle ne sait pas où se placer. Et si vous avez tendu l'oreille, vous pouviez même entendre toute la rage et l'émotion de la fleurettiste qui remporte sa première médaille d'or. La performance est remarquable car l'italienne de 19 ans est victime d'une méningite à l'âge de 11 ans et se fait amputer des 4 membres. C'est donc une grande première dans l'histoire des Paralympiques. Ouais, tout à fait Clément, c'est la première à réaliser cet exploit et c'est d'ailleurs encore à ce jour l'unique escrimeuse en fauteuil, sans bras ni jambes, à prendre part aux Jeux Olympiques. Une performance sur laquelle elle revient en 2020 dans le documentaire Comme des phénix, l'esprit paralympique, avec cette déclaration: il faut juste croire en soi-même, allez-y, faites ce que vous voulez. Quelle force de caractère impressionnante. Et c'est ce qui rend son histoire encore plus belle. Seulement 1 an après son amputation, elle est de retour sur la piste et c'est vraiment grâce à une rééducation intensive. Incroyable. Et le retour est possible notamment grâce à des prothèses pour tenir un fleuret. C'est la première femme à avoir été équipée de ce type de prothèses qui sont créées spécialement pour elle. Ces bonnes performances lui permettent alors d'attirer les médias et la jeune femme devient l'un des porte-parole italiens du handisport. Elle parvient même à rallier à sa cause son modèle d'enfance, la légende de l'escrime italienne, Valentina Vezzali, 8 fois médaillée aux Jeux. Alors la question que je me pose maintenant, Jules, est-ce qu'elle sera présente à Paris? Mais bien évidemment, vous pensez bien. Parfait. La fleurettiste ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. En 2021, elle conserve son titre à Tokyo et c'est donc plein d'ambition et avec un statut à défendre que Bébé Vio se présente à Paris pour ses 3e Paralympiques. Eh ben, on va suivre ses performances. Mais exactement. Évidemment. Merci Jules Boscherini d'avoir tenu jusqu'à 12h51 alors que vous êtes là depuis 2h51. Non, n'écoutez pas Maxime, c'est des bêtises qu'il raconte. Merci beaucoup Jules Boscherini. Le dernier zoom de ces Jeux Olympiques dans tous leurs états se porte sur la Fédération française de handisport, Clément. Exactement, et nous sommes avec Samy El Guedari, ancien paranageur. Il a participé aux Jeux paralympiques de 2008 et de 2012. Il est aujourd'hui DTN adjoint de la Fédération française de handisport. Bonjour Samy El Guedari. Bonjour. De combien de licenciés déjà est composée cette fédération en France? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu? Alors, on a un tout petit peu moins de 30 000 licenciés, 29 864 pour être exact, répartis sur un ensemble de disciplines dont on a la responsabilité. On a 11 des sports qui sont présents aux Jeux paralympiques d'été qui relèvent de la responsabilité de la Fédé. Et on a l'ensemble des sports d'hiver, le ski nordique, le biathlon, le ski alpin et le snowboard qui sont sur la responsabilité de la Fédé. Donc un peu plus de 29 000, vous dites, licenciés. Combien de ces licenciés vont donc participer à ces Jeux paralympiques qui démarrent le 28 août, on le rappelle?
Eh ben, on en aura 148. 148 athlètes de la fédération garniront les rangs de la délégation française. Pour vous donner un ordre d'idée, 148, c'est grosso modo le nombre de la délégation qui s'est présentée à Tokyo. C'est vous dire un petit peu la taille de la délégation française qui sera présente à ces Jeux de Paris. C'est la fédération qui c'est la plus grosse fédération des Jeux paralympiques. On est d'accord. Ah, en tout cas, on est la plus grosse en nombre et la plus grosse en nombre d'épreuves représentées. Ouais. Et nos chances de médaille, on a parlé d'un top 8, objectif top 8. Comment vous voyez ça, vous, Samy El Guedari ? Ce que je vois, c'est que grâce aux moyens renforcés qui ont été attribués par l'agence, c'est vrai qu'on a pu se préparer comme jamais et on le voit déjà. Il y a eu de vrais moyens qui ont été investis. Ah, il y a des moyens sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître par le passé, et même à l'époque où j'étais moi-même athlète, les budgets ont quasiment été doublés, voire 2 fois et demi plus conséquents depuis Rio 2016. Donc c'est vraiment un vrai pas en avant qu'on a fait et qui était nécessaire. Après, en termes de médailles, on a fait 51 médailles, 41 pour la fédération handisport au dernier jeu. On ambitionne plus de 55 médailles. Après, on le sait. Sur le classement des médailles, c'est avec les médailles d'or qui vont faire la différence. Je pense que la fédération handisport peut décemment espérer gagner 15 médailles d'or. Et on parlait des infrastructures actuelles en France. Il y a eu une énorme évolution, vous venez de le dire. Est-ce qu'elles sont assez accessibles aussi pour les personnes en situation de handicap, ces infrastructures, pardon. Est-ce qu'il faudra encore des aménagements, encore et encore, ou non ? Il faut toujours des aménagements. Tant que tout n'est pas accessible, j'ai envie de vous dire que je continuerai de vous dire qu'il faut aménager. Le travail est encore long. Ouais. Voilà. Par contre, c'est vrai que les Jeux ont permis une modernisation des CREPS, donc des centres régionaux d'entraînement et de la préparation sportive. Ça a fait du bien. On était en retard. On ne pouvait pas accéder pour des stages de préparation à ces établissements, anciennement du ministère, maintenant sous la tutelle des régions. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu des travaux colossaux. Le CREPS de Bourges, le CREPS de Vichy, le CREPS de Nantes sont maintenant 100% accessibles et nous permettent d'organiser une préparation digne de ce nom pour les sportifs paralympiques. Samy El Guedari, on l'a dit, vous avez participé à 2 Olympiades. Maintenant, vous êtes DTN adjoint de la Fédération française de handisport. Est-ce que vous sentez une atmosphère particulière autour de ces Olympiades de Paris ? Forcément, on est à domicile. Est-ce que c'est un sentiment particulier ? C'est forcément un sentiment particulier, on l'attendait. Moi je me rappelle, quand j'étais athlète, on avait rêvé avoir les Jeux en 2012, puisque la France était candidate, et on savait et on sentait, et d'ailleurs on le voit, organiser, accueillir les Jeux dans son pays, c'est toujours un tournant. C'est une vraie mise en lumière des parasports, une vraie mise en lumière des para-athlètes. On le voit, les médias s'y intéressent davantage. Quasiment tout le monde maintenant comprend que c'est les Jeux paralympiques et pas les para-olympiques ou les Jeux des handicapés. C'est des détails, mais c'est vrai qu'on sent une réelle ferveur monter autour des athlètes et en plus on est préparé comme jamais, on va avoir de très bons résultats, j'en suis sûr, et j'espère que beaucoup de monde va se prendre de passion pour ces Jeux paralympiques, parce que je l'ai vu aux Jeux Olympiques, le nombre de néophytes ou de béotiens qui sont venus voir les Jeux Olympiques. Finalement, les Jeux Paralympiques, il y a des Français qui viennent pour performer, qui viennent briller. Ils ont besoin du public en nombre pour les soutenir, faire vibrer un peu les enceintes sportives pour qu'eux aussi puissent vivre pleinement cette aventure des Jeux à domicile. Est-ce qu'il n'y a pas une petite forme de pression ? Il y a eu ce grand succès des Jeux Olympiques, maintenant en place au para. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pression ? Il y a forcément une petite pression supplémentaire. Après, chacun va se l'approprier différemment et on y veille que ce soit plutôt un moteur plutôt qu'une pression, parce que oui, c'est sûr, les bons résultats, le fait d'être à domicile, d'avoir énormément de public, c'est un point qu'on avait je dirais pas minimisé, mais on n'avait pas anticipé. D'habitude, les Jeux Olympiques se déroulent ces dernières années à Rio, à Tokyo, il y a un gros décalage horaire et donc en période de préparation, on les voit peu ou très peu. Là, c'est vrai qu'ils ont vibré durant leur préparation au rythme des Jeux Olympiques et je pense que ça a aussi apporté un surplus d'engagement dans cette période estivale qui est longue. Faut quand même se dire que les Jeux démarrent le 29 août. Imaginez tout l'été en préparation à enchaîner les camps d'entraînement. Exactement, et je pense que ça leur a apporté peut-être aussi, au-delà de la pression qui reste
qui reste à déterminer. En tout cas, un supplément d'âme dans ces entraînements difficiles de la période estivale. On le rappelle, ces Jeux paralympiques qui seront diffusés intégralement, notamment. Est-ce qu'il y a aussi l'objectif de changer de vision aussi sur le handicap? Il me semble qu'il y avait des études, notamment à Rio, sur le changement de vision sur le handicap dans la société. Est-ce que c'est aussi ça l'objectif? J'ai envie de dire que les médailles sont un bon prétexte pour changer de regard sur le handicap, parce que aujourd'hui on a besoin encore du travail les gens, vis-à-vis de ça. Il y a énormément de travail. Ça reste aujourd'hui encore le public le plus discriminé en termes de préjugés. On le voit encore trop souvent, les athlètes, t'as pas de chance, ça doit être difficile, c'est compliqué, alors qu'on a des personnes qui ont su faire face à leurs difficultés, mais comme d'autres en ont, qui ne sont pas forcément liés au handicap. On parle souvent aussi du handicap social, etc. Non, moi j'espère vraiment, et on espère collectivement, que ça va changer de regard à plein de niveaux, accueillir davantage, ouvrir des créneaux de sport dans les différents clubs, que les collectivités s'emparent du sujet, parce que on a envie d'une société plus inclusive demain, avec moins d'a priori, moins de préjugés, et où finalement la diversité devient une certaine forme de normalité. Voilà, c'est ça aussi l'héritage des Jeux Olympiques et surtout des Jeux Paralympiques. Merci beaucoup Samy El Guedari d'avoir été avec nous, ancien paranageur, pour nous avoir donné, on va dire, de l'espoir sur ces Jeux Paralympiques. Merci beaucoup Clément Harion d'avoir été à ce micro pour on est un peu triste. Oui, on est un peu triste, n'exagérons rien. Merci Clément, merci à Jamel pour la réalisation au cours de ces 2 dernières semaines, à Manu pour les auditeurs, Jules pour son endurance et il a eu l'occasion de l'entendre en studio, Aurore pour la rapidité de publication sur les réseaux sociaux, Joseph, Afélie, Mathéo et Clément pour la préparation de l'émission, et merci surtout à Patrick Roger pour la belle proposition. C'était chouette de passer du temps avec vous durant ces 2 semaines. La semaine prochaine, vous retrouverez Benjamin Glaise, l'habitué évidemment de l'antenne de Sud Radio, et de quelques instants, il est 13h, donc l'heure des informations sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.